Mais si je vous dis que j'en ai pas envie, et j'ai une mémoire de merde, ça va être approximatif. Personne le fera, et on va se faire piquer la place. Ah c'est bon, je m'y colle, mais vous me faites chier. Les amis, personne ici n'a envie de vous faire de T5e moto, même pas moi. Moi j'étais peinard derrière la station de montage ou ma caméra, personne me faisait chier, mais non, j'ai le permis moto, alors qui s'y colle d'après vous? En plus j'ai pris 12 kilos avec le confinement. Alors ok, mais on va faire ça à ma façon. Et je vais vous parler de Ducati. Pourquoi Ducati c'est une marque qui me fait rêver? Pour ses victoires en superbike dans les années 90? Non. Pour son charme italien? Un peu, mais pas que ça. Pour sa fiabilité? Pardon, elle était facile celle-là. Bah non, c'est tout con. Dans les années 90, je devais avoir 7 ans et j'ai vu une espèce de série B avec Emilio Estevez ou Charlie Sheen, ça vous situe le niveau à peu près. Et le mec, de nuit, pour échapper aux méchants, il roule en Mostro rouge, magnifique. Bah ouais quoi, Ducati, c'est la marque des gros films hollywoodiens. Trinity sur l'autoroute en 9,96, en Matrix Reloaded. Ils ont dépensé 2,5 millions de dollars pour cette scène. Rien que pour construire l'autoroute 1,5 km. Et dans Italian Job, le pote de Buffy là, il arrive en 7,48. Il sait même pas la rouler, il me fait trop de la peine. Dans Tron, au début là, le mec qui fait le poseur en Super Sport 1000. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Austin Powers, Catwoman, The Crow 2, Fast and Furious. Que des chefs-d'œuvre. Ah, c'est pas ce qu'on me dit dans l'oreillette. J'ai pas d'oreillette, j'entends des voix. Mais maintenant je suis grand et je sais ce que c'est qu'un placement de produit. J'étais jeune, j'étais faible, j'ai cédé. Et en plus c'est mon premier T5e et je commence même pas par le début. C'est pas bien ce que tu fais. Ok, reprenons. Mais avant ça, prends 2 secondes pour t'abonner à notre chaîne s'il te plaît. Tout démarre en 1926 à Bologne, en Italie. La nouvelle sauce bolognaise Pas le cliché direct là, non. Ducati à la base, c'est le père, Antonio Cavalieri. Il construit des ponts et des chemins de fer. Et Antonio, il a 3 fils. Et Adriano, l'aîné, est ingénieur en télécom. Il avait déjà un premier record à son actif. Imaginez, à 22 ans, il a réussi à envoyer un signal de l'Italie jusqu'aux États-Unis. Waouh! Donc forcément, en 1926, sur cette renommée, la famille Ducati fonde la Società Scientifica Radio Brevetti. Est-ce que ça veut dire la société des motos rouges? Bah non, pas du tout. Qui me parle? Et comme plein de constructeurs, à la base, ils fabriquaient pas des bagnoles ou des bécanes. Chez les Ducati, c'était des condensateurs pour équiper des radios. Bref, ils se diversifient tranquillement. Radio, machine à calculer. Et paf! Boum pastèque! La guerre! Les Allemands! Schnell! Mais je me rappelle plus, on l'avait pas mis ici, l'usine? Mais les frères Ducati, ils comptent pas s'arrêter là. Et entre 1944 et 1945, ils deviennent sous-traitants pour Siata, un petit constructeur automobile italien. Pour eux, ils commencent la production de moteurs à 4 temps. Le Cocciolo, pour monter sur des vélos. Un petit cyclomoteur monocylindre, 4 temps, 48 cm3, dont le nom est inspiré du bruit de son moteur et veut dire petit chien. Et grâce à ça, les frères Ducati et la société Siata foncent vers le succès à la vitesse incroyable de 63 km/h. C'est pas beaucoup. Le destin de Ducati dans le monde des 2 roues était scellé. C'est la gloire et l'argent! Perdu. 1949, la famille Ducati est endettée à mort et la société en faillite. Ha! Pas le choix, les 2 frères quittent la gérance et Ducati passe sous le contrôle de l'État. Du coup, la société va vivoter jusqu'en 1954 avec l'arrivée du nouveau boss, Giuseppe Montano, qui va prendre la tête de Ducati Meccanica, la branche dédiée à la mécanique. Et son premier coup d'éclat, ça va être de recruter un ingénieur, Fabio Taglioni. Déjà terminé la mobilette à papy, il va donner une direction sportive à la marque. Et sans surprise, c'est au Tour d'Italie qu'ils feront leurs premières armes. Avec une victoire d'Antoni, pour l'instant, ils se contentent de petites cylindrées, de cyclomoteurs, de scooters. À l'époque, leur plus gros moteur ne dépassait pas les 350 cc. Non, la plus grosse innovation de Fabio, c'est l'apport de la commande desmodromique en 1957. Alors c'est pas lui qui l'a inventé, hein, c'est un Français en 1893. Claude Bonjour. Bonjour, je suis Claude Bonjour. Quoi? Alors je suis pas ingénieur et je suis une bille en mécanique, mais pour schématiser, c'est un procédé assez complexe qui permet de commander la fermeture des soupapes plutôt que d'utiliser un ressort classique. Et ça permet au moteur d'atteindre des régimes hyper élevés. Bon, n'hésitez pas à me corriger ou préciser dans les commentaires si je me trompe, hein. De toute façon, je sais que vous le ferez. Hein. Et en plus, ils vont insulter ta mère. Ah bon? Non! Ça reste assez compliqué, donc très cher à mettre en place, et forcément assez rare dans la production. Pour les bagnolistes, par exemple, vous retrouverez ça sur une Mercedes 300 SLR. En tout cas, la distribution desmodromique deviendra jusqu'à aujourd'hui la marque de fabrique de Ducati. En 1955 apparaissent les premières 125 de course de Ducati, qui délivrent une puissance de 14 chevaux à 10 000 tours minute. Ni une ni deux, il se lance dans la cour des grands du championnat du monde moto. Mais les débuts sont assez soft. Il se place au 16e rang du classement pilote avec Artusi, malgré une jolie 5e place à Monza en 1956. À partir de là, il lance l'artillerie lourde. 175, 250. Alors je vais être honnête, je vais pas vous lister tous les modèles, toutes les déclinaisons ou tous les records de vitesse et de distance. Sinon il y en aurait pour des heures. Alors on va se concentrer sur les essentiels. Hein. Mais avant ça, vous saviez pourquoi Ducati n'avait pas de V4 à son catalogue jusqu'à récemment? En 1963, ils construisent la Ducati Apollo pour répondre à un appel d'offres aux États-Unis afin de concurrencer
Harley Davidson. Et encore mieux, d'équiper la police. 4 cylindres en V à 90 degrés, 1200 cc, 100 chevaux pour la version publique, 80 chevaux pour la police. Eh mais c'est complètement con, pourquoi la police aurait une moto moins puissante? Incroyable, la Polo aura été un succès phénoménal. Elle aura été construite à 2 exemplaires. 270 kg. À l'époque, aucun pneu n'arrivait à encaisser la puissance et le poids. Le pilote d'essai a même déjanté à 160 km/h pendant une démo. Qu'est-ce qui se passe? Allez, au placard le V4. Hey, et il faudra attendre la Panigale pour le revoir. Malgré ça, les années 70 commencent à sonner comme les années à succès pour Ducati. Leurs gros monocylindres Desmo qui cartonnent et qu'ils vont décliner à toutes les sauces. Ouais, t'es facile hein. Et pour bien s'installer aux États-Unis, ils lancent une série de scramblers. Bah ouais, les années 70, les Beach Boys, la surf attitude quoi. Et ils profitent aussi de l'engouement en Europe pour lancer en 71 la 750 GT, leur première grosse cylindrée de série. Et comme son nom l'indique, 750 cm3, un bicylindre en V, 55 chevaux. Et c'est surtout la première moto fabriquée à grande échelle à intégrer la commande desmodromique. Et lancée sur l'autoroute du Presto, ils décident de faire appel à un grand nom du design pour lancer les versions 350 et 500 GTV et GTL. Et c'est Giugiaro, le fondateur d'Ital Design, qui va s'en charger. Et lui, c'est pas un novice, hein. Vous connaissez son boulot. Hein. C'est lui qui a dessiné plein de caisses célèbres. L'Alfa Giulia GT, l'Alfa Sud, la Fiat Panda, la DeLorean DMC12, l'Audi 80, la Golf, la Lotus Esprit et surtout la C3 pluriel. Un putain de tueur, le type. Malheureusement, ces versions GTL, GTV connaîtront un succès assez mitigé. Hein. Un peu comme la Citroën C3 pluriel, non? Ah oui. Et c'est vraiment con parce que regardez, elles sont trop belles. En 1975, Ducati continue d'injecter des stéroïdes dans ses bicylindres pour donner des sens à des monstres. Et pour venir épauler la 750 SS sortie en 73, il lance la 900 SS. SS, c'est pour Super Sport, t'es sûr? Bah j'espère que c'est pas pour le mec à la moustache. Hein. Un bicylindre en V refroidi par air, 72 chevaux, la distribution desmodromique, une bulle magnifique. Sauf que... allez savoir pourquoi. Sur cette bécane, ils avaient mis le sélecteur de vitesse à droite et le frein à gauche. Du coup, en kickant pour démarrer, tu risquais de passer la première et c'est encore toi. Heureusement, ça ne durera pas. Il y a des gens encensés et ils sont rattrapés par l'homologation en 76. Et la 900 SS se vendra tout de même à 5000 exemplaires. Et c'est avec cette bécane que Mike Elwood va gagner le Tourist Trophy en 78. Le Tourist Trophy, vous connaissez? Tu connais pas le Tourist Trophy? Tu connais le Tourist Trophy? Tu connais pas le Tourist Trophy? Le TT, c'est une course de folie! Sur l'île de Man, les mecs passent à 300 km/h entre les baraques et les falaises. Et Mike Elwood, il mériterait un T5M à lui tout seul. Vous en connaissez beaucoup, des champions du monde moto, qui se disent « Oh, je vais me mettre à la F1 » et qui terminent dans les points? Bref, sacrée victoire à laquelle Ducati consacrera une 900 SS MHR R pour Replica. Elle est trop belle, grâce à un bout de plexiglas, tu peux voir les engrenages travailler. C'est ouf! Oh putain, il est déjà cette heure-là? Bah oui, mais si t'arrêtais de digresser... Ah, tu m'avais pas dit que ce serait aussi long? Du coup, je vais passer rapidement sur la 500 Panta et son moteur qui nous intéressera un peu plus tard, pour arriver en 1983 qui marquera une nouvelle étape pour Ducati. C'est surtout le début du rapprochement entre Cagiva et Ducati. Parce qu'au début, les frères Castiglione avaient déjà un beau succès avec Cagiva, et notamment les petites cylindrées. Ils ont voulu acheter des moteurs à Ducati, pour équiper notamment leurs 900 éléphants. Puis ils ont vu que Ducati avait des difficultés financières, hein. Qui a dit comme toutes les boîtes italiennes là? C'est vrai, hein. Mais c'est pas sympa. Mais c'est vrai. Et donc en 1985, ils en prennent le guidon. Leur premier fait d'armes, ce sera de combler le vide laissé par l'arrêt de la 900 SS pour la remplacer par la 750 F1. Toujours le bicylindre en V à 90, repris en partie de la Panta pour un peu plus de 70 chevaux. C'est aussi la première bécane à arborer le petit éléphant au-dessus du logo Ducati. Bah ouais, le petit éléphant, c'était le logo de Cagiva et ils voulaient mettre leur marque, montrer que c'est eux. Et ouais, c'est moche. Un peu comme si ta petite sœur venait te mettre un logo Hello Kitty sur ta Z1000. Leur deuxième fait d'armes, la Passo, dessinée par un certain Massimo Tamburini, le patron de Bimota. Et là, c'est le drame. C'est le premier modèle de Ducati entièrement caréné. Bah je ne comprends pas, on ne voit pas du tout les moteurs. Au nom de Ducati, on doit voir les moteurs. Une grosse bécane de plus de 200 kg pour 73 chevaux et malgré des étriers Brembo, ça freinait pas du tout. Et ouais, mais vous savez quoi? Tamburini à la base, il fabriquait des climatiseurs. Vous voyez la différence, vous? Malgré un succès assez moyen, ils affinent leur copie et commencent à préparer l'arrivée de modèles assez mythiques quand même. Les 750, 900, 1000 SS, la Monster. Mais avant ça, en 1987, au salon de Milan est présentée la Ducati 851. 851 comme sa cylindrée. Une super sportive qui étraîne le Desmo Quattro, dérivé de la moteur de la Panta. Un bicylindre en V qui accueille un refroidissement liquide et une injection électronique. Mais c'est surtout sa deuxième mouture qui nous intéressera, la version kit. Allez, Kit, viens me chercher. 119 chevaux, 260 km/h de pointe et 200 exemplaires vendus, ce qui permet de
de l'engager en superbike. Et de défoncer les Porsche. Bah non. Grâce à cette 851 et plus tard la 888 et encore plus tard la 916, les années 90 sonneront comme les heures de gloire de la marque en compétition. Bah ouais, les mecs ont tout raflé pendant une décennie. Ils ont régné sur le superbike comme Lewis Hamilton en F1 ou Tiger Woods en golf ou les Balkany à Levallois. Victoire en 90 de Rush, victoire en 91, 92. The old hairpin, Scott Russell has got a very determined Carl Fogarty on the inside of him, and Fogarty sweeps through. Pollen, Fogarty, Corser, Bayliss, les boss. Revenons au modèle de série. En 92 est présentée la Monster. C'était Mostro au début, mais finalement ils ont gardé Monster, qui était plus international. Un roadster beau, ludique, puissant, sans les inconvénients d'une sportive, carénée donc fragile et cher. Pour moi, c'est aussi le premier modèle qui met aussi bien en valeur le cadre treillis tubulaire typique de Ducati. En rouge. En 93, le premier modèle de Monster proposé est la 900. Un bicylindre en V de 73 chevaux, refroidi par air et par eau. C'est un best-seller, du coup des déclinaisons et des modèles, il y en aura un paquet. Du coup, je vais juste vous montrer la plus belle, la 796. Ah, elle est magnifique. Jusqu'à ce qu'ils abandonnent cette double sortie d'échappement. Putain, c'était l'identité de cette moto, là, on s'en fout de vos histoires de centre de gravité, ça lui donnait du style, pas cette petite merde. Pardon. Parlons d'autre chose. Et puis on va accélérer un peu parce que époque moderne oblige, il faut lancer des déclinaisons et des produits à la pelle. En 2003, Ducati présente la Multistrada. Multistrada, ça veut dire quoi? Ça veut dire multiroute. Et ouais, c'est un trail survitaminé, présenté dans sa version 620, puisqu'il hérite du moteur de la Monster de l'époque. 620, 1000, 1100, 1002, sa cylindrée gonfle plus vite que les lèvres de Nabila. Oui, c'est la musique originale de la vidéo. Il faut pas oublier que ce sont des Italiens. Et ce qui fera la légende Multistrada, c'est en 2010. Elle gagnera la course de côte de Pikes Peak en version 1200cc. I really feel like we have the best possible motorcycle to win the race. T'es déjà allé à Pikes Peak? Ah oui. Et 2003, c'est aussi l'arrivée de la gamme Sport classique qui rend hommage au modèle d'antan. Avec l'arrivée notamment de la 1000 Sport en 2007, qui est magnifique. Son petit côté néo-rétro, moi j'adore. Merde, le sport, bah oui, ils en sont où Ducati côté compétition? Eh bien en 98, Ducati a lancé sa division sportive Ducati Corse. Et en 2003, il se lance en MotoGP, histoire de venir taquiner les Japonais. Et il se lance avec la Desmo Sedici, un 4 cylindres en L de 800cc avec laquelle Kai Rossi va remporter dès la première année le MotoGP. Bah Il faut que t'ailles consulter, mec. Ormai non serve più, basta tenerla in strada. Non importa, può anche sbacchettare. Forza, avanti, Capirossi. Cette bécane tombera tous les records de vitesse, avec des pointes régulièrement à plus de 350 km/h. Et toujours sur l'autoroute du Pesto, Ducati continue de lancer des modèles à tour de bras. 2005, l'Hypermotard, un 1100cc dérivé de la Multistrada, destiné à faire des roues arrière en banlieue. Ouais, c'est cliché, hein, mais je suis du 93, j'ai le droit. Et toujours au Salon de Milan, en 2006, il présente la 1098, censée remplacer la 999. J'en peux plus de tous ces chiffres. Une sportive magnifique, au regard acéré, et qui embarque, devinez quoi? Un bicylindre en L à 90, 160 chevaux pour 173 kg. Et côté techno, elle embarque un système d'acquisition de données qui te permet de tourner sur circuit et d'avoir tes datas. Mais aussi le DTC. DTC, c'est pour dans ton... Non, c'est pas ce que vous pensez, c'est le Ducati Traction Control, pour maîtriser l'accélération et éviter le patinage. C'est marrant parce que quand on y pense, une moto c'est une propulsion, c'est pas une traction. Alors pourquoi ils appellent pas ça Ducati Propulsion Control? Puis en 2008 vient la Street Fighter, la grande sœur des Monsters, qui embarque le bloc de la 1098, poussée à 155 chevaux. Pour les gens qui hésitent entre une Monster, une 1098. Elle est belle, elle est efficace, mais à quoi elle sert? Changement de registre complet en 2010, Ducati annonce la Diavel, un gros roadster de ouf venu directement pour concurrencer Yam avec sa VMAX et Harley avec sa V-Road. Un diable, un gros roadster qui vient embarquer le moteur la 1098. Et la Diavel se veut aussi le fleuron technologique pour Ducati. Elle embarque l'ABS, le traction control, le ride-by-wire qui est la gestion électronique de l'accélération. J'ai jamais essayé cette moto mais putain j'en rêve. Je suis complètement curieux, elle a l'air complètement folle. En novembre 2011, bon ok, un peu avant, il y a un mec chez Ducati s'est dit ma personne ne comprend rien aux chiffres, il faut mettre un nom. 11,99 Panigale. Panigale c'est simple, c'est le nom du quartier où est installée l'usine Ducati. Terminé le cadre tubulaire, maintenant c'est une coque en alu. Une innovation pour Ducati, ok peut-être une hérésie, mais bon c'est forcément plus léger, la performance quoi. « 195 chevaux, refroidissement liquide, du carbone, du Brembo, machine de guerre. » Et avec la Panigale, Ducati sera pas à une hérésie près. Parce qu'en 2019, vous vous souvenez, le V4, l'Apollo, hein? Elle embarque.
quelques kilos en plus, mais un 4 cylindres en V de 214 chevaux. J'en ai profité pour glisser l'info de la Panigale, mais on va revenir un peu avant. Et alors c'est marrant parce qu'en 2011, après avoir fait un partenariat avec AMG et présenté leur Javel AMG Edition, devinez qui rachète Ducati en 2012? Mercedes! Ha! Perdu! C'est un autre Allemand qui rachète la firme italienne Audi. 14 ans après avoir acheté Lamborghini pour 100 millions de dollars, il rachète Ducati pour 1,12 milliard de dollars. Quoi? Hein? Lambo 100 millions, Ducati plus d'1 milliard. C'est qui leur directeur financier? Le docteur d'enfer? 100 billion dollars. Gentlemen, silence. Malgré ça, depuis le rachat, Ducati continue de s'appuyer sur ses modèles phares, mais d'apporter des nouveautés au catalogue. La Scrambler par exemple, un petit 800cc rigolo, vous vous rappelez les Beach Boys? Et d'invraisemblables versions de ces modèles best-sellers. La 1299 Panigale, la X-Diavel, la Monster 1002, la Multistrada 1260S Grand Tour, la Street Fighter V4, des versions R, des versions S. Pouh! Si je parlais de tout ça, ça prendrait des heures. Je vous ai raconté Ducati, non? Toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus puissant. Et voilà pourquoi Ducati, ça me fait rêver. Et je sais que j'aurai un jour une 796 dans mon garage. C'est peut-être pas le modèle le plus emblématique, mais moi je l'aime. Merci d'avoir regardé ce premier T5M+++ moto. Désolé si je suis passé rapidement sur plein de modèles ou que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en passant, le premier qui me retrouve le nom de ce film des années 90 avec Emilio Estevez ou Charlie Sheen, je lui offre un t-shirt de son choix, qu'il le met dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à nous suivre sur les réseaux sociaux, et à très vite.